Donc après avoir vu les effets néfastes des molécules sur la santé humaine, on va voir maintenant les bons côtés avec la session chémobiologie. Alors la chémobiologie, je pense que il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ce que c'est. Et d'ailleurs, même les chémobiologistes ont du mal à donner une vraie définition de la chémobiologie. C'est une science qui est relativement jeune, mais aujourd'hui, il y a un consensus autour de cette définition-là. La chémobiologie, c'est l'utilisation de la chimie pour comprendre, manipuler et parfois mimer les processus biologiques du vivant. Et donc ça a un impact considérable sur la découverte notamment de nouveaux outils thérapeutiques et de nouveaux outils diagnostiques. Gilles, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, alors je voudrais juste te dire que celui qui vient de parler juste avant moi était Sébastien Papot, de l'Université de Poitiers, chimiste émérite. Et donc, je suis son collègue bordelais à l'Institut européen de chimie et biologie. Et peut-être ce que je peux rajouter, c'est que chémobiologie, c'est contenu dans le nom, c'est quelque chose, c'est une discipline qui se veut vraiment interdisciplinaire. Et puis, je pense que c'est vraiment l'occasion ici de montrer comment la chimie ce qu'elle peut apporter finalement à la recherche sur le cancer, par l'identification de nouvelles cibles, participation à la découverte de nouveaux mécanismes. Enfin, il y a découverte aussi de nouvelles molécules à visée thérapeutique, donc diagnostic. Il y a vraiment beaucoup de possibilités pour faire émerger l'utilisation de la chimie dans le contexte de l'oncosphère. Et je pense que c'est vraiment un cadre idéal pour nous, pour faire passer ce message, en fait. Voilà. Maintenant, comme on est à La Rochelle, depuis aujourd'hui, on se passe le micro, le même. Moi, je suis très heureux d'accueillir le premier orateur de cette session. C'est le docteur Boris Vosey, qui est directeur de l'Institut de chimie des substances naturelles à Gif-sur-Yvette. Boris a également été, pendant 5 ans, le président de la section 16 du CNRS, qui s'intitule Chimie et vivant. Boris est aussi, on peut le dire, le vice-président du GDR nouvellement créé de chémobiologie. Et puis, il est aussi le fondateur d'une start-up qui s'appelle aujourd'hui Diamidex. Diamidex. Boris, dans ce cadre-là, a été l'un des pionniers au monde à créer des nouveaux outils de chémobiologie pour la détection des bactéries. Et donc aujourd'hui, Boris, je ne sais pas le titre de ton speech, toi non plus, mais tu vas nous décrire un peu la chémobiologie et puis tes activités dans ce domaine-là. Boris ? Ça marche, ça ? Bonjour, merci Sébastien pour cette gentille présentation. Merci à tous les deux, toi et Gilles, pour l'invitation à être ici. Donc ça me fait bien sûr plaisir d'être ici. C'est nouveau de se déplacer, de rencontrer des gens dans le monde réel. Sans masque, je m'y attendais pas quand même. 100 de personnes dans une salle sans masque. Mais bon, on avance, hein, c'est bien. Voilà, donc c'est un plaisir aussi dans ce sens-là. Et puis, de ce que j'ai vu pour l'instant, c'est des rencontres très intéressantes. Elles s'appellent interdisciplinaires, elles le sont vraiment. Et donc c'est toujours enrichissant de voir des domaines qu'on ne connaît pas beaucoup ou pas du tout, et qui se retrouvent à échanger ensemble. Donc moi, je vais vous parler de chémobiologie. On m'a, je crois, invité pour ça, et j'ai cru comprendre qu'il s'agissait de définir un petit peu la chémobiologie. Ça vient d'être fait, mais comme vous avez déjà eu, je crois, 2 définitions, je vais vous en donner d'autres. Et c'est effectivement une des difficultés du domaine, se définir. Je n'ai pas lancé mon minuteur, donc je vais dépasser. C'est moi qui démarre. Donc ça, c'est pour vous dire que le premier intervenant va s'appeler Boris Vosey. Et voilà le titre. Donc je vais vous parler un petit peu de chémobiologie, effectivement, et de cheminement dans cette discipline. Alors j'ai cru comprendre que vous étiez tous chimistes, ou presque. Mais pour ceux qui ne le seraient pas, j'ai décidé de vous représenter un chimiste. Donc ça, c'est un chimiste. Hein ? Il n'est pas... des chimistes dans la poche. Oui, c'est vrai, j'ai remarqué ça aussi. Celui-là, il n'est pas dans la poche, il est dans le fond d'un ballon à fond rond. Il nage. Donc c'est un chimiste, disons un chimiste de synthèse. Moi, par exemple, j'ai une formation de chimie de synthèse, chimie organique de synthèse. Et puis, ce chimiste, si ça marche, va se rendre compte qu'il y a un environnement autour. Il y a d'autres disciplines, bien sûr. Donc, supposons que l'oiseau en haut, l'oie, soit un biologiste, par exemple. Le chimiste qui est en bas va se rendre compte qu'il y a peut-être des choses intéressantes à explorer.
si on s'approche de cette interface ici, il y a des choses à découvrir, il y a des choses qui sortent un petit peu de son domaine de formation. Peut-être un langage à adapter, à ajuster pour pouvoir communiquer avec le partenaire qui est de l'autre côté de la frontière, essayer de trouver un langage commun, un moyen de communiquer, un moyen de, du coup, aller explorer ensemble des questions qui vont relever de cette interface. Je vais donc... C'est un peu long. Vous montrer que ça vous a déjà été dit. Donner une définition de la chemical biology, c'est une difficulté notamment pour les personnes du domaine. Donc ça, c'est une citation qui date un peu. Ça vient d'un article dans Nature Chemical Biology, un journal dédié à cette discipline, et on était en 2015. Aujourd'hui, c'est toujours pareil. Donc en fait, cet article était un recueil de définitions par des chemical biologistes, des chémobiologistes. Donc, chémobiologie, ça va être la version française de chemical biology. Et donc, voici quelques exemples. Ça, c'est une des étudiantes d'un des plus grands noms, une des étudiantes de Caroline Bertozzi, qui est un des plus grands noms de la chemical biology. Donc, si un jour vous savez ce qu'est la chemical biology, elle serait intéressée par la définition. Et puis, celle-ci vous dit que finalement, c'est le domaine de la science dans lequel opèrent les chémobiologistes. Et c'est peut-être la définition la plus précise, parce que chacun a tendance à voir la chémobiologie comme la discipline qui entoure son activité. Et puis si vous voulez avoir une idée du domaine, vous devez réunir tous ces périmètres pour faire un périmètre global. Et donc c'est bien les acteurs du domaine qui vous permettront d'identifier le domaine. Vous êtes bien avancé. Auguste Comte, on va revenir un petit peu en arrière, on va parler de positivisme, c'est ça ? Je parle à mon collègue philosophe. Auguste Comte a essayé notamment, pour structurer le champ scientifique, de l'organiser en disciplines, de hiérarchiser ces disciplines. Donc vous avez ici une représentation. Ça rappellera peut-être à ceux qui ont eu des enfants récemment quelques objets. Une représentation donc, qui part du moins complexe pour aller vers le plus complexe, si on va de bas en haut. Et si vous allez de haut en bas, d'une généralité limitée à une généralité plus large. Donc cette approche permet d'hiérarchiser les sciences. Vous voyez que la chimie se retrouve entre la physique et la biologie. C'est quelque chose qu'on a, je pense, bien assimilé aujourd'hui. Mais encore fallait-il les organiser comme ça. Et bien sûr, quand on structure, quand on classifie, on réduit, on simplifie. On crée un modèle qui permet d'appréhender le réel, mais ce modèle n'est pas le réel. Donc il n'y a aucune raison que le champ scientifique soit discontinu, comme représenté ici. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait rien entre la physique et la chimie, par exemple, ou entre la chimie et la biologie, par exemple. Donc bien sûr, au fur et à mesure du temps, les domaines se sont... le modèle s'est complexifié, s'est enrichi, et donc sont apparues des disciplines d'interface. La physique, je le dis en anglais pour l'instant, physical chemistry, entre la physique et la chimie, 1752, biological chemistry, ou biochemistry, 1877, chemical physics, 1939, c'est ça, ma vue ne m'aide pas, et puis chemical biology, le terme est apparu en 1945, donc mes collègues ont dit que c'était une science nouvelle. La définition actuelle est relativement récente, ou la perception, je vous ai dit que la définition c'était quelque chose de complexe, mais la perception actuelle a évolué depuis 1945, mais le terme apparaît en 1945. Dans un échange de courrier entre Linus Pauling et George Beadle, donc ce sont les directeurs du département de chimie et du département de biologie à Caltech, qui échangent un courrier. En fait, il s'agit d'obtenir de l'argent. Quand on fait de la recherche, on va chercher de l'argent. Ils veulent obtenir une grant, en fait, ils vont s'adresser à la Rockefeller Foundation. Et puis, ils essaient de définir un domaine qui va leur permettre d'obtenir de l'argent. Donc, ils appellent ça Chemical Biology, or whatever it is to be called. Donc, ils sont là. Là, vous les voyez tous les deux à Caltech. Il y a 3 prix Nobel sur la photo, puisque Linus Pauling en a eu 2. Donc, à cette époque-là, la chemical biology, c'est vraiment, en tout cas à Caltech, l'interface entre la chimie et la biologie. Des projets collaboratifs entre le département de chimie et le département de biologie.
Ils ont obtenu le grant, donc ils ont pu construire un bâtiment. Et donc je reviens à ce schéma que je vous présentais, avec les différentes disciplines d'interface, si vous voulez. Bien sûr, il faut un jour traduire ça en français. Et c'est bien sûr très compliqué, puisque vous avez un nom et un adjectif. Donc la physical chemistry devient la chimie physique. La chemical physics devient la physico-chimie. Biological chemistry, biochimie. Et donc chemical biology, on propose depuis quelques années le terme de chémobiologie, avec un accent, parce que le seul mot avec le préfixe chémo dans le dictionnaire de l'Académie française, c'est chémorécepteur, et il y a un accent. On a beaucoup discuté de ça, on a fait des réunions et des réunions pour discuter de ça. Donc je vous le résume, mais donc il y a un accent. Ça va ? Je reviens à la définition. Donc voici quelques définitions un petit peu plus ciblées peut-être. Chemistry brought to life, the science of applying chemistry to understand and perturb biological processes. C'est pas trop éloigné de ce que disait Sébastien tout à l'heure. Caroline Bertozzi, dont je parlais tout à l'heure, un domaine de recherche in which chemical and biological concepts and tools interact synergistically in the pursuit of new discoveries or technologies. Et effectivement, on va souvent être assez proche, non seulement de découvertes scientifiques, mais peut-être d'applications technologiques quand on fait de la chemical biology. Et puis celle-ci, Decoding the Mysteries of Human Biology, on pourrait dire biology de manière plus générale, in the language of chemistry is an important scientific frontier. La notion de langage est très importante. J'ai insisté beaucoup sur la capacité de construire un langage commun, parce que les concepts vont se construire sur le langage, bien sûr. Voilà, donc la Chemical Biology in France, la chémobiologie en France, il y a un certain nombre de structures. Alors ça ne se voit pas exhaustif, mais je voulais vous donner un petit aperçu de ce qui se passe en ce moment. La Société de chimie thérapeutique est l'une des premières sociétés à avoir affiché la Chemical Biology à l'époque, enfin en gardant l'intitulé anglais, notamment dans les événements qu'elle organise. Donc là, on parle de 2007, ça fait déjà 2007-2008, ça fait déjà une quinzaine d'années, si je calcule bien, que la SCT a identifié la chemical biology et affiché la chemical biology comme étant un domaine complémentaire et important, complémentaire à la chimie médicinale et important pour la drug discovery. Plus récemment, c'est-à-dire en 2020, la Société chimique de France a créé un groupe thématique de chémobiologie, qui est ici. Le CNRS a créé, alors il y avait eu des initiatives en préparation de ça, des journées scientifiques organisées par le CNRS ou financées par l'Institut de chimie du CNRS, mais le CNRS a créé en 2021 un groupement de recherche chémobiologie. Une école thématique aura lieu en novembre 2021. J'ai perdu un peu l'ordre chronologique, parce que si je vais vers Avisan, par son ITMO, donc Institut thématique multi-organismes, qui s'appelle Base moléculaire et structurale du vivant, avait tenté en 2016 de faire un recensement des forces à l'interface chimie-biologie en France. Donc école thématique du CNRS en 2021. La SFBBM s'intéresse, donc Société française de biochimie et de biologie moléculaire, s'intéresse à la question de la chémobiologie depuis quelques mois, et la SFB se demande si elle va s'y intéresser. Parce qu'il y a déjà un début de processus. Voilà, bon, là maintenant ça commence à avoir, enfin c'est là qu'apparaissent les problèmes de PowerPoint. Je vais quand même vous présenter très brièvement un petit peu de nos travaux. On m'avait demandé une introduction, j'essaie de faire une introduction. Et donc Sébastien vous a parlé de travaux sur le marquage de bactéries, pour la détection de bactéries. On n'est pas tout à fait dans le cancer, mais on peut trouver des points d'interaction. Donc marquage de bactéries vivantes pour détecter des bactéries dans un échantillon. Ça peut être important. Vous vous souvenez peut-être notamment de cet épisode qui était des infections à salmonelle, parce que des usines d'une marque que je ne dois pas citer, où une usine était contaminée par de la salmonelle, et donc il y avait du lait pour bébé qui était contaminé. Ça veut dire quand même qu'il reste un enjeu à détecter une bactérie dans un échantillon. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas le faire, mais ça prend du temps. Ça a un coût. Bon, des fois, peut-être aussi, on ne veut pas le voir, mais il reste quand même des enjeux, et notamment un enjeu de temps, de vitesse. Louis Pasteur, Robert Koch, vous avez déjà entendu parler, ce sont, disons, les fondateurs de la microbiologie. Et aujourd'hui, pour détecter une bactérie dans un échantillon, la méthode de référence, ça reste quand même
celle qu'ils ont développée, qui est la culture de bactéries sur un milieu gélosé, la culture de l'échantillon, jusqu'à l'apparition de colonies. Donc on va étuver l'échantillon un certain temps, on a fait différentes dilutions, et quand on voit une colonie, on va se dire qu'à l'endroit où il y a une colonie, initialement il y avait une bactérie, au moins une, et qu'elle était vivante puisqu'elle était capable de se diviser au travers d'un certain nombre de générations pour arriver à quelque chose qui est visible à l'œil nu. Et bien ça prend du temps. Pour Escherichia coli, il faut à peu près 2 jours. Pour une bactérie pathogène dont je parlerai brièvement, qui s'appelle Legionella pneumophila, responsable de la légionellose, il faut plutôt une quinzaine de jours. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres méthodes, ça reste la méthode de référence. Il y a d'autres méthodes qui sont apparues, qui fonctionnent plus ou moins bien. Et bien sûr, en milieu hospitalier, on va utiliser des méthodes plus rapides, notamment basées sur la spectrométrie de masse. Mais si j'ai un échantillon dit environnemental, comment je détecte la bactérie, ou un échantillon type un prélèvement sur un produit agroalimentaire, comment je détecte la présence d'une bactérie. Donc on s'est intéressé à la surface, enfin ça c'est dans les textbooks, comme on dit en français. Si on regarde la surface des bactéries, il existe en gros 2 grandes familles, c'est un peu caricatural, mais les bactéries à gram positif et les bactéries à gram négatif. Et dans les bactéries à gram négatif, à la surface, il y a un glycolipide qu'on appelle le lipopolysaccharide. Ma formation, c'est en chimie des sucres, donc on s'est intéressé à essayer de marquer ce glycolipide ou ce lipopolysaccharide. Donc je n'appuie pas sur le bon bouton. Ici, je résume un petit peu l'approche qu'on n'a pas inventée. Elle est issue notamment des travaux de Caroline Bertozzi. On était les premiers à appliquer ça à des bactéries vivantes, sauvages, disons. Donc l'idée, c'est d'utiliser un monosaccharide, qui est un mime d'un monosaccharide présent à la surface de la bactérie. Donc on identifie une cible, un monosaccharide. On va préparer par synthèse chimique, synthèse organique, un mime qui possède une fonction réactive qu'on va appeler ici le chemical reporter. Une petite fonction réactive. On espère que ce mime va pouvoir rentrer dans la cellule, ici une cellule bactérienne, et puis là être confondu avec le monosaccharide qui est produit de manière endogène. Si ça se passe comme ça, il devrait être métabolisé, incorporé dans des glycanes, qui sont des oligos et polysaccharides, qui à terme vont être présentés à la surface. Je raccourcis, parce qu'il y a tout un processus assez complexe. Là, vous n'avez qu'une membrane, mais sur la vue précédente, on avait 2 membranes, on avait un peptidoglycane entre les 2 membranes, il faut traverser tout ça. Donc il y a à la fois une voie métabolique et un processus de transport actif assez complexe qui doivent être fonctionnels pour que ce marquage soit efficace. Et donc on a pensé que ça serait une bonne indication de la viabilité de la bactérie qu'on essaie de marquer. Deuxième étape, on va rajouter une sonde, quelque chose de détectable, quelque chose qui va donner un signal, par exemple un groupe fluorescent, qui possède une fonction chimique complémentaire de notre rapporteur chimique. Et ces 2 groupes vont réagir dans une réaction qu'on caractérise comme étant une réaction bioorthogonale, c'est-à-dire que les 2 groupes ne réagissent pas avec ce qui est présent dans le milieu biologique, mais réagissent spécifiquement l'un avec l'autre pour créer un lien covalent, et notre surface devient fluorescente. Ça va ? C'est interactif, s'il y a des questions en cours de route, allez-y. Normalement, elles sont reportées à la fin, on va les avancer, vous pouvez en cours de route. Donc voilà, on espère que le sucre modifié va rentrer, j'avais de superbes animations que je ne vous ai pas montrées, qu'il va être métabolisé, incorporé dans les glycanes, transporté à la surface, et ensuite qu'on pourra faire l'étape de marquage, qu'on appelle une ligation bioorthogonale. On crée un lien de manière bioorthogonale. Donc voici une deuxième vue de la même chose. Ici, vous avez un modèle, un schéma, une représentation d'une bactérie Escherichia coli. Ceci n'est pas une bactérie, c'est un schéma. Et on a ici un sucre modifié qui est un analogue de KDO. Le KDO, c'est un sucre constitutif du lipopolysaccharide. Donc il est présent chez toutes les bactéries à gram négatif. On l'a transformé pour introduire cette fonction azoture qui est notre rapporteur chimique. Donc si tout se passe bien, ce sucre-là va rentrer dans la bactérie, va être métabolisé, incorporé dans les glycanes, présenté à la surface, et on va recouvrir notre surface de ces groupes N3. Qu'on appelle azoture, encore une fois. Le groupe alcyne, qui est ici, est complémentaire, et en présence de cuivre, de cuivre au degré d'oxydation 1, donc de cuivre 1, on va effectuer une réaction qu'on appelle click, enfin qu'on a de manière simplifiée nommée click. Alors là, ce n'est pas notre invention non plus, mais qui permet de créer un lien covalent entre les 2 partenaires. Donc cette fonction qu'on appelle triazole, ici nous importe peu par sa nature chimique, mais elle nous importe parce qu'elle crée un lien covalent entre la surface de la bactérie et le fluorophore. Et donc la surface de la bactérie devient fluorescente.
Donc sulfate de cuivre, c'est du cuivre 2. On rajoute de l'ascorbate de sodium pour engendrer l'espèce cuivre 1, un réducteur pour réduire le cuivre 2. On rajoute un ligand du cuivre 1 pour le stabiliser, parce que c'est quelque chose qui serait oxydalaire, qui n'est pas très soluble en milieu aqueux, etc. Donc là, on le stabilise et on le solubilise, et ça, c'est commercial. C'est un fluorophore qui porte la fonction alcine, qui est complémentaire de l'azoture. Donc voilà, ça c'était une vue schématique. Ça c'est, pardon, j'ai encore des animations. Ça c'est la vue réelle. Donc en haut, vous avez 3 bactéries Escherichia coli qui ont été cultivées sans le sucre modifié, sans le KDON3. En bas, 3 Escherichia coli cultivés avec le KDON3. Et puis ensuite, on rajoute dans les 2 cas le fluorophore et les réactifs pour faire la réaction clique. Et dans le cas où il y avait le KDON3, vous avez un beau marquage localisé à la surface de la bactérie. Donc je ne vais pas beaucoup plus loin, mais avec ça, on a pu marquer différentes bactéries à Gram négatif. Et puis, en développant une variante de cette approche, en utilisant donc un sucre qui maintenant est spécifique de Legionella pneumophila, non plus le KDO qui est présent chez toutes les bactéries à Gram négatif, mais l'acide légionaminique qui est spécifiquement présent chez Legionella pneumophila. On est capable de détecter la présence de Legionella pneumophila dans un échantillon et d'identifier Legionella pneumophila. On détecte la présence d'une bactérie et on dit cette bactérie, c'est Legionella pneumophila. Voilà, je voulais vous parler, j'ai déjà dépassé de 2 minutes. Donc je vous parle de ça en 2 autres minutes. Ça va? Ou je passe 2 minutes à négocier. Détection de formes réactives de l'oxygène. Donc c'est un autre type de sujet bien sûr, mais c'est pour vous montrer que les outils de chémobiologie peuvent adresser des questions assez différentes. Ici, vous avez une représentation très schématique, encore une fois, d'H2O2. Donc les espèces réactives de l'oxygène sont des molécules fortement réactives, fortement oxydantes, produites dans un certain nombre de circonstances. Et là, il y a un lien avec le cancer, possiblement. Et donc, les chimistes qui travaillent en chémobiologie s'intéressent à développer des outils pour détecter dans un milieu cellulaire, puis dans un tissu, puis dans un organisme vivant. On va augmenter la complexité petit à petit. On ne peut pas adresser l'organisme vivant dès le début. Aller détecter la présence de telle espèce réactive ou de tel métabolite ou de telle celle, etc. Donc faire des sondes qui vont détecter la présence d'un objet moléculaire au sein d'une cellule ou plus tard d'un organisme vivant. Donc détecter les formes réactives de l'oxygène, le radical anion superoxyde, le peroxyde d'hydrogène ou le radical hydroxyle. On s'est intéressé ici au peroxyde d'hydrogène. Donc on n'est pas les premiers à travailler là-dessus. Et une chimie qui a eu beaucoup de succès, c'est la chimie des acides boroniques. Donc là, je rentre peut-être dans des détails un peu délicats, mais un acide boronique, c'est cette espèce-là. En tout cas, pour être plus précis, ici, j'ai un ester d'un acide boronique. Et cette liaison carbone-bore ici, là vous avez un carbone qui n'est pas indiqué, mais il est là, un bore. Cette liaison carbone-bore peut être oxydée par H2O2 et ça conduit à ce qu'on appelle un phénol, une liaison carbone-OH. Vous en aviez 2 tout à l'heure dans le bisphénol. Et ça, c'est une molécule fluorescente connue, c'est un dérivé de coumarine, une hydroxycoumarine qui est fluorescente. En créant cette liaison carbone-bore, on a perdu la fluorescence, on a éteint la fluorescence. Mais quand elle est coupée, de manière oxydative, on régénère la fluorescence. Et donc on a un signal. Si vous avez du H2O2, vous voyez un signal. Ici, c'est un autre dérivé de type fluorescéine. Alors c'est un peu plus compliqué, c'est un rhodol, mais ça ressemble à la fluorescéine, dont vous avez peut-être tous entendu parler, qui est une molécule fluorescente. Enfin, celle-ci n'est pas fluorescente parce qu'on a cette liaison carbone-bore, mais si on la coupe, on récupère la liaison carbone-oxygène, et là, c'est fluorescent. Donc c'est très bien. Et ces sondes-là ont eu des développements en biologie, sur même des modèles vivants. Seulement, ce sont des sondes qui sont activées relativement lentement. Des temps de demi-vie qui sont de l'ordre de plusieurs heures. Alors selon ce qu'on va observer, si on est rentré dans ce projet pour aller détecter H2O2 au sein de bactéries, et Escherichia coli se divise toutes les 20 minutes. Si votre sonde met 3 heures à réagir, vous avez un problème. Donc là, on s'est intéressé, là c'est vraiment de la chimie, à un degré d'oxydation différent du bore. En se disant que si on passait d'acides qu'on appelle des acides boroniques, où il y a 2 oxygènes sur le bord, à des acides dits boriniques, où il y a un seul oxygène sur le bord, on devrait augmenter la réactivité. Et donc effectivement, avec ça, on développe des sondes qui sont plus réactives, qui réagissent plus vite avec H2O2. Donc voici une estimation sur cette sonde qui dérive de la coumarine, une estimation de l'accélération. Et donc là, on a des temps de demi-vie qui deviennent raisonnables, puisqu'on est en dessous de la minute.
Donc ça, c'est juste pour vous montrer. Donc on vérifie la sélectivité en utilisant d'autres formes oxydantes, la sélectivité par rapport à H2O2. Et là, on montre sur de la production endogène d'H2O2 qu'on a un signal qui apparaît beaucoup plus rapidement. Et ici, vous avez des images de cellules. Je suis obligé d'aller très vite, mais des images de cellules où on voit que le signal apparaît plus vite avec notre sonde borénique que la sonde borénique qui était déjà connue. J'ai largement dépassé. Il y a plein de gens à remercier, mais je ne vais pas dire tous les noms. Ça, c'est pour l'aspect marquage métabolique. Donc, je ne vous ai bien sûr pas tout montré. Et c'est de ces projets qu'ont émergé une start-up, comme le disait Sébastien. Et puis des remerciements pour les sondes AROS. Et à vous pour votre gentille, aimable attention. Merci Boris pour nous avoir expliqué qu'on était passé de la chimie dans les ballons à la chimie dans les organismes vivants. J'ai enlevé les diapos qui présentent ça pour gagner du temps, mais oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On a le temps pour une seule question. Donc, une question d'un chimiste qui fait aussi de la biologie, chimiste organicien, donc Vincent Sol de l'Université de Limoges. J'avais une question sur la partie sucre-bactéries. Faut-il une grosse concentration de sucre marqué pour qu'il pénètre, ensuite aller à la surface et être tagué par ton fluorophore? Oui, tout dépend du système, bien sûr. Chez nous, oui, il faut une concentration millimolaire du sucre, parce que bien sûr, la bactérie n'a pas l'habitude d'aller puiser le KDO dans son milieu. Ouais, tout à fait. Elle le produit, mais ce n'est pas un nutriment qu'elle trouve, donc il n'y a pas de système de transport actif. Enfin, il y a quand même un transporteur qui semble être impliqué dans l'entrée du sucre, mais il ne veut pas rentrer, il faut qu'on en mette une concentration importante pour que ça rentre. Ça pose pas de souci de viabilité après bactérienne s'il y a trop de sucre? Ça pose des soucis conceptuels, c'est-à-dire que c'est consommateur en sucre, mais on est à 1 millimolaire, on a fait des tests de toxicité à 25 millimolaires, on marque en un temps beaucoup plus court, là je ne vous l'ai pas dit parce que normalement on me demande, mais c'était une nuit d'incorporation. On peut incorporer en 2 heures à 25 millimolaires et on n'a pas de toxicité. On observe un début de toxicité à 50 millimolaires. Mais enfin, aller faire des manips à 25 millimolaires, c'est que déjà dans du sirop, il faut être... Oui, tout à fait. Merci. Oui. 100% des bactéries dans un échantillon. Par exemple, sur ce système, est-ce qu'on peut voir toutes les bactéries ou Mais toutes les bactéries dans un échantillon donné ou toutes les bactéries en termes de diversité bactérienne? Dans un échantillon donné, on arrive à marquer à peu près toutes les bactéries. On a 98% peut-être. Il y en a quand même qui ne sont pas marquées. Est-ce qu'elles sont mortes? Est-ce qu'elles sont mourantes? Est-ce qu'elles sont... Voilà. Mais on est Alors, le marquage est aussi hétérogène. Elles n'ont pas toutes la même fluorescence. Mais on arrive à les marquer presque toutes. Et en optimisant le protocole, et je pense que c'est surtout des questions d'agitation du milieu bactérien, donc les agiter sans les tuer, on arrive à avoir un marquage beaucoup plus homogène. Parce que sinon, elles interagissent entre elles. Et donc l'accès aux différentes bactéries n'est pas homogène. Après, on ne peut pas marquer toutes les bactéries. Par exemple, même les bactéries à Gram négatif qui devraient être marquées par le KDO, certaines, malheureusement Pseudomonas aeruginosa par exemple, on ne marque pas, sans doute parce que le sucre ne rentre pas, mais on n'a pas de preuve même de pourquoi ça ne marche pas. Hein. Mais c'est connu comme étant assez peu perméable. Donc c'est les deux aspects. Voilà. Et les grammes plus, on ne les marque pas avec ça. On a un autre processus qui permet de marquer les grammes plus. Ok, merci. C'est bon. Oui, Boris, pour ces super explications. Je pense que tout le monde a compris dans quoi on était immergé dans cette session. Et on va pouvoir passer à un autre aspect de chémobiologie avec la présentation suivante de Hugo Groot, qui est un jeune chercheur chargé de recherche récemment recruté en 2020 au CNRS et qui est également un local, puisqu'il est au laboratoire Liens, où il s'intéresse à l'utilisation d'oligosaccharides bioactifs issus de ressources naturelles et pour les approches en nanomédecine et thérapie ciblée. Oui, bonjour à tous et merci pour cette invitation de présenter ces travaux qui vont s'intéresser donc à l'utilisation d'oligosaccharides d'origine naturelle en nanomédecine. Et pour commencer, une introduction bien connue. Donc la plupart des chimiothérapies actuelles, ou toutes les chimiothérapies, reposent sur l'inhibition de la réplication de l'ADN. Et donc on va avoir deux défauts majeurs. Elles sont cytotoxiques et elles ne sont pas capables de différencier une cellule saine d'une cellule cancéreuse. Si bien que lorsqu'on injecte cette chimiothérapie à un patient, seule une fraction mineure d'actifs
va atteindre le tissu tumoral pour une efficacité limitée, avant l'apparition de résistance au traitement qui par ailleurs va dommager les tissus sains et créer de nombreux effets secondaires et délétères pour le patient. Donc le maître mot actuel, c'est celui du ciblage. Et si on le prend au sens large, globalement, il va intégrer toutes les nouvelles stratégies de recherche de traitement pour lesquelles d'ailleurs on va voir de très belles présentations pendant ces rencontres. Donc la recherche de nouvelles cibles spécifiques, notamment dans le micro-environnement tumoral ou par des approches de chémobiologie, si la définition est bonne, la vectorisation moléculaire, l'immunothérapie ou la nanomédecine que je vais vous présenter maintenant. Donc le but de la nanomédecine, c'est de transporter le médicament directement dans la tumeur et de visualiser son efficacité. Et pour cela, elle utilise des nanoparticules. Donc ces nanoparticules, elles présentent la singularité de ce qui est juste entre l'échelle moléculaire et cellulaire. Elles sont donc parfaitement adaptées pour être multifonctionnalisées par plusieurs molécules qui vont assurer simultanément, chacune une fonction spécifique. Et à la fin, on va obtenir une nanoformulation de haut potentiel capable de traverser des barrières biologiques, reconnaître un tissu tumoral pour y délivrer un actif ou une sonde diagnostique. Alors, il reste en fait encore de nombreux obstacles à franchir avant que ces nano-objets de haut potentiel puissent s'inscrire définitivement dans le paysage clinique. Et en regroupant les articles de l'état de l'art, on peut notamment dégager 4 grands défis que je vais maintenant vous présenter. Le premier défi, c'est d'optimiser la pharmacocinétique. Une fois dans le système vasculaire, en fait, ces nanoparticules elles peuvent être rapidement retirées de la circulation par les organes d'élimination, donc on n'aura aucune chance d'accumulation dans la tumeur. Et il faut donc développer des revêtements capables de prolonger ce temps de vie vasculaire. Le polyéthylène glycol, c'est un standard de référence, et dans un des travaux, on a montré que la phosphatidylcholine pouvait également conférer cette propriété. Très important aussi, maintenant, on essaye de privilégier la voie d'excrétion urinaire directe pour s'affranchir des problèmes de métabolisation endogène qui peut lever des problèmes de toxicité notamment. Le deuxième défi, c'est d'améliorer l'accumulation ciblée de ces nanoparticules dans la tumeur. Elle repose d'abord sur un système vasculaire autour de la tumeur qui est déconstruit et perméable et qui va laisser pénétrer les nanoparticules. Cet effet, il est parfois trop schématisé, il est aussi très débattu dans la communauté. D'une part, il est très variable d'un patient à l'autre, et d'autre part, il ne garantit pas forcément l'accessibilité des nanoparticules aux cellules cancéreuses. En effet, une fois dans le stroma tumoral, ces nanoparticules elles vont évoluer dans un micro-environnement complexe, fait d'autres types cellulaires et d'un réseau macromoléculaire dense, qui va empêcher sa progression avant son efflux ou élimination. Donc, une des pistes de recherche pour améliorer l'accumulation, ça va être justement de tirer profit de composantes spécifiques de ce micro-environnement qui sont plus accessibles. Par exemple, donc pour vous, ça sera à droite, vous pouvez voir, on a rajouté un ligand de ciblage, le peptide RGD, à la nanoparticule, qui va interagir avec des biomarqueurs membranaires des cellules endothéliales nouvellement formées, et donc améliorer la rétention de la nanoparticule. Et à gauche, vous pouvez voir une autre approche, c'est de développer des revêtements qui peuvent être dégradés par des enzymes, ce qui va permettre de libérer de manière contrôlée un actif. C'est par exemple le cas ici de la nanoparticule de phosphatidylcholine. Le troisième défi, c'est d'accéder à la médecine personnalisée. Le rôle premier de ces nanoparticules... Alors, il n'y aura qu'un écran. Donc, le rôle premier... Merci, Sébastien. Le rôle premier, donc, c'est de transporter un actif pour des applications de thérapie ciblée. Et la médecine personnalisée consiste à rajouter une modalité d'imagerie, ce qui va pouvoir nous permettre de suivre l'accumulation dans la tumeur de ces nanoparticules et donc de valider au préalable les patients pour lesquels le traitement sera le plus efficace. On a deux options possibles. Soit on rajoute les deux modalités dans la même formulation, mais actuellement on privilégie plutôt un développement en parallèle d'un agent ou d'une sonde reporter qui va mimer le plus possible l'agent thérapeutique. Et enfin, le dernier défi, c'est de faciliter le transfert à la clinique. Donc en fait, là, on a des nanoparticules qui sont de plus en plus complexes, difficiles à synthétiser, et dont les synthèses vont être difficiles à transposer à l'échelle industrielle.
Et donc pour pallier à cette problématique, il faut essayer de proposer des formulations simplifiées, plus faciles à préparer, par exemple en utilisant des revêtements qui sont capables simultanément d'assurer plusieurs fonctions. Dans la nanoparticule de phosphatidylcholine que je vous ai présentée, la phosphatidylcholine joue à la fois le rôle de revêtement, mais aussi de ligand de ciblage. Sur un même travail, on a utilisé cette fois des glycolipides antimitotiques qui jouent à la fois le rôle de revêtement et de principe actif. C'est donc ce travail sur ces revêtements qu'on a poursuivi et qu'on étudie à La Rochelle, et notamment une classe en particulier, les polysaccharides. Ces biopolymères, on les extrait des ressources naturelles et c'est une des composantes majeures du vivant. Elles servent essentiellement comme réserve d'énergie et comme support d'interface pour de nombreux métabolismes cellulaires clés. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, plusieurs de ces polysaccharides sont déjà utilisés de manière très courante dans la formulation des nanoparticules comme revêtement. En particulier, ils sont appréciés parce qu'ils apportent une bonne stabilité colloïdale aux nanoparticules et ils sont facilement fonctionnalisables. On les inclut aussi de par leurs propriétés d'interface comme ligand de ciblage, parce qu'ils peuvent interagir avec des biomarqueurs, et également leur bioactivité leur permet de conférer un support thérapeutique à la nanoparticule. Néanmoins, il y a de nombreuses limites à cette utilisation. Ce sont des molécules de très haut poids moléculaire avec une structure hétérogène, ce qui fait que la nanoparticule va avoir un devenir in vivo assez aléatoire, difficile à prédire, avec une pharmacocinétique souvent défavorable. Et puis surtout, ce que vous pouvez voir, c'est que du fait de la présence de bioactivités indésirables, il y a plusieurs familles de polysaccharides qui sont écartées des applications, malgré leur haut potentiel. Donc le cœur de notre stratégie, ça va être, au lieu d'utiliser les polysaccharides comme revêtement, on va utiliser leurs dérivés dépolymérisés, les oligosaccharides. Donc on va d'abord, si vous voulez, hydrolyser, couper en petits morceaux les polysaccharides. Ces oligosaccharides, ils ont une structure mieux définie et une activité plus spécifique, donc on pourrait avoir un meilleur contrôle in vivo de la nanoparticule. Et surtout, cela permet d'ouvrir les applications aux autres familles parce que ces oligosaccharides ils peuvent être affranchis des propriétés délétères des polysaccharides d'origine. Et donc ces nouvelles familles, elles ont un haut potentiel pour répondre aux 4 défis que je vous ai présentés précédemment. Le premier défi, c'est que donc, du fait de leur petite taille, elles pourraient prolonger le temps de vie vasculaire des nanoparticules et garantir une taille globale adaptée à l'élimination rénale. Elle pourrait aider à la pénétration des nanoparticules dans la tumeur pour interagir avec des biomarqueurs du microenvironnement accessibles et réguler des processus protumoraux. Et on retrouverait bien une formulation simplifiée où l'oligosaccharide joue à la fois le rôle de revêtement, molécule pour le ciblage et actif. Donc ces revêtements fonctionnels ils pourraient être adaptables à plusieurs plateformes. Nous, on a choisi une nouvelle génération de nanoparticules d'oxyde de fer pour 2 raisons. Donc la première, c'est que ce sont de très bons agents de contraste en IRM. Et contrairement à leur usage traditionnel de contraste négatif, cette nouvelle génération elle est capable de produire un contraste positif qui est bien plus précis et apprécié par la clinique. Ensuite, de plus, ces noyaux ils peuvent être facilement dopés par des radioisotopes pour établir des sondes reporters avancées IRM imagerie nucléaire et répondre aux défis de la médecine personnalisée. La deuxième raison, c'est qu'il y a une nouvelle recherche qui s'intéresse aux capacités d'immunomodulation de ces nanoparticules sur les macrophages associés aux tumeurs. Donc voici un premier exemple avec le cas de l'héparine qui est très représentatif des enjeux des sucres en nanomédecine. L'héparine, c'est un polysaccharide très connu déjà en clinique car il est utilisé couramment comme anticoagulant. Il est aussi étudié pour le traitement de plusieurs cancers, notamment parce qu'il est capable d'inhiber l'héparanase, qui est une enzyme surexprimée dans le microenvironnement tumoral et qui joue vraiment un rôle clé pour la progression de la pathologie. Donc dans le cas de cancérologie, l'activité anticoagulante, ça va plutôt être un frein, parce que beaucoup de patients ont donc un système vasculaire fragile et on aura un risque important d'hémorragie interne. Donc côté nanomédecine, qu'est-ce qu'on a? En fait, l'héparine est souvent associée à d'autres polysaccharides, mais il n'existe que très peu de nanoparticules avec un revêtement d'héparine seule. Et celles-ci ont les défauts que je vous ai mentionnés. Par exemple, ici, sur cette étude, vous pouvez voir qu'une nanoparticule d'héparine va s'accumuler directement et très rapidement dans le foie.
Donc nous d'abord on a appliqué un procédé de dépolymérisation pour produire des oligosaccharides à différents temps et de taille de plus en plus réduite et tourner les balances de bioactivité en notre faveur. Donc je vais en profiter pour faire un tout petit peu d'études structure-fonction. La propriété anticoagulante dont on veut s'affranchir de l'héparine, elle provient notamment de sa capacité à inhiber le facteur 2A, la thrombine. Et pour cette inhibition, on a besoin d'une séquence spécifique de 5 sucres qui va activer un régulateur endogène et d'une chaîne suffisamment longue pour créer un encombrement stéique additionnel. Donc, au début de la dépolymérisation, il n'y aura pas d'impact sur les capacités d'inhibition. Mais au bout d'un moment, la chaîne va être trop courte pour faire ce pont d'assemblage. Et donc, on va avoir une perte de l'inhibition du facteur 2A, de la thrombine. Et au temps les plus longs, on peut aussi même avoir une altération des séquences pentasaccharidiques. Pour l'activité bénéfique qu'on veut préserver, les paranases, on a une moins bonne connaissance du mécanisme. On sait juste qu'il y a plus de versatilité de séquences capables d'inhiber cette enzyme, ce que tend à montrer nos résultats, puisqu'on a une meilleure préservation de la bioactivité. Donc voilà, on a notre bibliothèque d'oligosaccharides et maintenant on va préparer les nanoparticules correspondantes. Donc pour ce faire, on a développé en 2017 une synthèse micro-ondes très simple, en une seule étape. Elle repose sur la réduction d'ion fer 3 par l'hydrazine, suivie d'un traitement thermique hyper rapide. Et en l'appliquant à l'ensemble des dérivés de la bibliothèque, on a pu obtenir une gamme de nanoparticules qui fait varier la taille de revêtement oligosaccharidique. Donc d'abord, on a vérifié que la modulation des bioactivités elle était bien préservée, et c'est le cas. Et on a même la bonne surprise de voir que l'activité anticoagulante disparaissait plus rapidement. Sans doute du fait que lorsqu'il est attaché à la nanoparticule, l'oligosaccharide perd en liberté conformationnelle, et donc ne peut plus assurer ce pont, cet assemblage de ponts qui est nécessaire pour l'inhibition du 2A. Ensuite, on a vu aussi que la taille du revêtement oligosaccharide influençait pendant la synthèse la taille du noyau d'oxyde de fer. Et que plus l'oligosaccharide était petit, plus on allait également avoir un diamètre du noyau réduit. Et ça va énormément jouer sur les propriétés relaxométriques et magnétiques des nanoparticules, et donc leur capacité à produire un contraste positif. Donc vous pouvez le voir sur ces images qui ont été effectuées chez Sorisen sur une IRM, et vous pouvez voir donc avant injection et après injection. Donc l'image du milieu, on voit bien un contraste positif clair dans le système vasculaire, notamment l'aorte abdominale ici au centre. Et on voit bien aussi que ce signal il est plus intense pour les héparines de grande taille que pour les héparines de plus petite taille, ce qui confirme bien que c'est corrélé avec la taille d'un noyau un petit peu plus grand pour produit avec les héparines de grande taille. Mais surtout, l'influence majeure qu'on a vue sur la taille de ces revêtements, c'est sur la biodistribution. Ici, vous pouvez voir une étude effectuée chez une souris porteuse d'une xénogreffe cancéreuse. Et on voit bien un changement drastique de l'élimination qui passe de hépatique pour les hauts poids moléculaires à rénal pour les oligosaccharides de bas poids moléculaire. Ce qui fait qu'au final, on a seulement une taille bien précise, ici de 5,5 kDa, qui nous garantit un bon temps de vie vasculaire et une accumulation tumorale. Et cette étude nous a donc permis d'identifier un bon candidat et qu'on est en train maintenant d'évaluer au niveau des bioactivités de manière un peu plus poussée. Pour terminer, je voulais vous montrer des résultats très récents qu'on a obtenus avec un deuxième polysaccharide et qui appuie de nouveau nos stratégies. Alors, je ne peux pas le nommer parce qu'on est sous confidentialité. Pour information, c'est un polysaccharide qu'on peut extraire très facilement des ressources naturelles du littoral aquitain. Donc c'est bien, on reste régional. Il a de nombreuses activités d'intérêt, dont des bioactivités anticancéreuses. Mais on a été très surpris de voir qu'il n'y a aucune étude de bioimagerie médicale et globalement très très peu d'études in vivo de nanoparticules avec ce revêtement. Donc là, on a vraiment un haut potentiel d'innovation. Donc on allait directement plutôt sur une preuve de concept. On a généré un seul dérivé oligosaccharide et on l'a ensuite fonctionnalisé sur nos nanoparticules d'oxyde de fer.
pour réaliser une étude préliminaire de biodistribution par IRM chez la souris. Ici, vous pouvez voir une image d'une coupe transversale du foie avant et après injection. On a un changement clair de contraste qui traduit la présence des nanoparticules. On a donc une élimination hépatique prédominante avec un temps de vue vasculaire qui reste correct d'à peu près 4 heures. De manière intéressante, on a aussi vu qu'il y a, alors ça, il faut vraiment avoir l'œil de l'IRMiste, mais c'est vraiment cette petite baisse de contraste, qui a une élimination, une fraction éliminée dans les reins. Mais le plus attractif, c'est qu'il semblerait qu'il y ait une accumulation spécifique dans le cerveau après 4 heures. Donc ça, ce serait très prometteur, mais ça reste à confirmer. Pour l'instant, ça a été fait que sur 2 souris. Je voulais remercier tous les collaborateurs de ces travaux et les financeurs, notamment la Ligue contre le cancer et la région Nouvelle-Aquitaine, qui nous font confiance depuis de nombreuses années. Et merci à vous pour votre attention. Merci Hugo, on a pris un peu de retard, on a le temps peut-être pour une question. Oui ? Concernant l'aspect ciblage, ces nanoparticules, elles sont quand même macromolécules, donc elles sont très dépendantes au niveau du transport, de la vascularisation, ce qui n'est pas un problème pour la détection, parce que l'extérieur des tumeurs est très vascularisé, mais ce qui peut être un problème pour l'aspect thérapeutique, parce que l'intérieur des tumeurs, au contraire, lui, n'est pas du tout vascularisé, ou très peu, puisque c'est pour ça qu'il est fortement glycolytique. Donc comment vous pensez pouvoir résoudre ce problème pour aller cibler l'ensemble de la tumeur, pas seulement la partie externe, mais éviter la tumeur résiduelle? Oui, merci pour la question, c'est très intéressant. Alors, d'une part, dans les articles de l'état de l'art que j'ai montré vraiment à la première diapositive, on conseille maintenant finalement d'utiliser les nanoparticules pour vectoriser les nouveaux actifs, qui ciblent plutôt le micro-environnement, qui est beaucoup plus accessible, et qui utilise donc ces nouvelles stratégies thérapeutiques, parce qu'on s'est bien rendu compte de ce problème d'atteindre le cœur de la tumeur. Donc là, ces oligosaccharides, et si on veut aussi rajouter un actif dans ces formulations, on essaiera plutôt de cibler les processus qu'il y a dans le micro-environnement. Ensuite, il y a des travaux qui ont adressé cette problématique avec finalement des stratégies cheval de Troie, où en fait les enveloppes sont dégradées les unes après les autres par des enzymes pour obtenir des nanoparticules de plus en plus petites et de plus en plus aptes à aller au cœur de la tumeur. Voilà. Merci. Comme on a des consignes très strictes de la part de Monsieur le Président, on va passer directement au prochain orateur, qui est une oratrice, le docteur Emmanuel Tinon, qui en fait est chémobiologiste depuis le début, puisque Emmanuel a effectué un doctorat de chémobiologie à l'Imperial College à Londres, et puis ensuite 2 post-docs en chémobiologie, avant de devenir chargée de recherche CNRS en 2019, où elle a intégré l'IECB en tant que chef d'équipe, et elle s'intéresse à l'étude de protéines modifiées de manière post-traductionnelle par des lipides. Emmanuel. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'introduction et pour l'invitation aussi. Je m'excuse par avance de la faute d'orthographe sur chémobiologie, où je n'ai pas mis l'accent. Maintenant, je le rajouterai. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un peu comment on peut utiliser les approches de chémobiologie pour valider les nouvelles cibles thérapeutiques contre le cancer. Donc la cible qui nous intéressait, c'est une enzyme qui s'appelle NMT, ou N-myristolyltransférase. Cette enzyme, elle catalyse le transfert d'un lipide, donc le lipide c'est la petite chaîne ici, de 14 carbones à partir du myristoyl-CoA qui est montré ici, sur les glycines N-terminales des protéines. Donc cette modification, elle se produit de manière co-traductionnelle, post-traductionnelle aussi, dans le cas de l'apoptose. Il y a 2 isoformes de l'enzyme, mais ce n'est pas très important pour nous aujourd'hui. Il a été montré aussi que cette enzyme, elle a plus de 100 cibles dans les cellules. Donc il y a plus d'une centaine de protéines qui ont ce lipide dans les cellules. La fonction de ce lipide, c'est de permettre l'association des protéines avec la membrane. Elle a aussi un rôle de favoriser l'interaction des protéines entre elles et aussi stabiliser ou augmenter l'activité des enzymes. Donc pourquoi est-ce que cette enzyme est impliquée dans le cancer ?
Donc il a été montré que cette enzyme est surrégulée dans plusieurs cancers, comme le cancer colorectal ou le cancer du sein. Il y a notamment de nombreux substrats de l'enzyme qui sont des oncogenes, comme les protéines Cis-Arc et Cis, qui sont assez connues dans le domaine du cancer. Il avait été montré aussi qu'une diminution d'un des isoformes de l'enzyme pouvait inhiber les cellules cancéreuses. Mais vraiment, il n'y avait pas à l'époque, quand on a commencé le projet il y a une dizaine d'années, d'études qui montraient qu'on pouvait cibler cette enzyme avec des inhibiteurs et ainsi tuer les cellules cancéreuses. Donc nous, ce qui nous intéressait dans ce projet, c'était vraiment de caractériser cette enzyme et de montrer que ça pouvait être une cible thérapeutique intéressante contre le cancer. Donc on s'intéressait à répondre à plusieurs questions. Quels étaient les substrats de l'enzyme ? Et aussi, vraiment, si on a un inhibiteur qui cible l'enzyme, est-ce qu'on va tuer les cellules cancéreuses? Et quel est le mécanisme d'action de la mort des cellules? Donc la myristolylation était, il y a une dizaine d'années, assez difficile à étudier. Il n'y avait pas d'inhibiteur de cette enzyme. Et aussi, l'ajout des lipides sur les protéines est assez difficile à étudier. Je vais expliquer pourquoi, en comparant avec une autre modification post-traductionnelle. Donc vous avez peut-être entendu parler de la phosphorylation, qui est une des modifications post-traductionnelles les plus connues. Pour ceux qui ne sont pas vraiment biologistes, mais qui travaillent un peu dans le domaine du cancer, il y a beaucoup d'inhibiteurs des kinases, qui sont les enzymes qui ajoutent la phosphorylation, qui sont des cibles thérapeutiques contre le cancer. Il y a beaucoup d'anticancéreux qui sont des inhibiteurs des kinases. Pour ce qui est de la phosphorylation, il est possible d'identifier directement par spectrométrie de masse, par protéomique, le site de phosphorylation et de caractériser du coup les protéines phosphorylées. On a aussi des substrats radioactifs, donc on peut utiliser de l'ATP radioactif pour marquer les protéines qui sont modifiées par la phosphorylation. Il y a aussi de nombreux anticorps qui reconnaissent la phosphorylation de manière spécifique. Par contre, tout ce qui est de la lipidation, de la modification qu'on appelle aussi myristolylation, c'est difficile de les identifier par spectre de masse directement. Il n'y a pas de substrat radioactif ni d'anticorps pour les étudier. Donc la détection reste assez difficile. Pour tout ce qui est l'étude de la fonction, pour la phosphorylation, il y a de nombreux inhibiteurs disponibles. Il y a aussi des acides aminés qui mimiquent la phosphorylation. Pour ce qui est de la myristolylation, quand on a commencé le projet, où il y a une dizaine d'années, il y avait très peu d'inhibiteurs et il n'y a pas d'acides aminés qui mimiquent cette modification. Donc, comment est-ce qu'on peut étudier la myristolylation? Donc, on va utiliser des approches très similaires à celles présentées par Boris Wosoy. On utilise un analogue en fait, du substrat naturel. Donc ici, on utilise un analogue de l'acide myristique, qui est le substrat de l'enzyme. Et on a ajouté une petite fonction ici, qui est marquée en bleu, qui est un alcyne, qui va nous permettre en fait, d'accrocher plein de choses sur ce lipide. Donc, comment ça marche dans les cellules? On peut ajouter directement ce lipide dans le milieu des cellules. Ce lipide va rentrer dans les cellules, il va être converti en thioester coenzyme A, qui est vraiment le substrat de l'enzyme. Et ensuite, cet alcyne lipide, coenzyme A, va être reconnu par l'enzyme NMT, ajouté sur les substrats de l'enzyme NMT. Donc tous les substrats de l'enzyme vont maintenant avoir cette petite fonction bleue sur eux. Et après, on peut lyser les cellules, et par chimie clique, présentée par Boris Wosoy aussi, on peut ajouter une petite fonction. Donc là, on va ajouter dans ce cas-là un fluorophore, qui est montré ici en rose. Donc toutes les protéines qui sont substrats de l'enzyme vont avoir un fluorophore sur elles maintenant. On peut éluer les protéines sur un gel SDS-PAGE, et on verra des bandes apparaître en fluorescence, et chaque bande correspondra à un ou plusieurs substrats de l'enzyme NMT. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ajouter, on peut aussi ajouter un inhibiteur au début. Et en fait, ça va nous permettre de vérifier que l'inhibiteur cible l'enzyme. Donc, ce qui va se passer, en fait, quand on va regarder ici, quand on a un inhibiteur, on va perdre toutes ces bandes en fluorescence. Et ça nous permettra de confirmer que l'inhibiteur cible vraiment l'enzyme dans le milieu cellulaire. Au lieu d'ajouter un fluorophore, on peut ajouter aussi une petite molécule qui s'appelle biotine, qui nous permet de faire de l'enrichissement et de purifier en fait, toutes les protéines qui sont substrats de l'enzyme et de les digérer par trypsine et de les identifier les substrats par protéomique. Donc on avait une méthode maintenant pour détecter détecter les protéines modifiées par l'enzyme. Ce qui nous manquait maintenant, c'était aussi des inhibiteurs qui pouvaient inhiber l'enzyme NMT dans les humains. Donc il y a une dizaine d'années, quand on a commencé le projet, il y avait plusieurs inhibiteurs. La plupart étaient très peu solubles,
très peu spécifiques, mais il y en avait un qui était assez intéressant, qui avait été développé pour la même enzyme, mais chez un autre organisme, chez les parasites. Donc du coup, on s'est demandé si aussi cet inhibiteur était non spécifique à l'organisme dans lequel il avait été développé, et si on pouvait l'utiliser comme outil pour étudier l'inhibition de la méristolation dans les cellules humaines. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par faire des tests enzymatiques. On a déterminé les IC50, donc c'est la concentration d'inhibiteurs médiane, donc pour les 2 isoformes, qui étaient autour de 20 nanomolaires. On a ensuite fait des tests métaboliques pour le MTS assay, pour voir si l'inhibition de la méristolation en utilisant cet inhibiteur était toxique sur les cellules. Donc on voit qu'après 3 ou 7 jours, on commence à avoir de la mort des cellules et on peut mesurer le EC50 dans les cellules qui étaient autour de 200 nanomolaires. Donc on avait un effet sur les cellules, mais il n'était pas évident, il fallait quand même démontrer que cet effet qu'on voyait était dû vraiment à l'inhibition de l'enzyme elle-même et non pas un effet toxique général dans les cellules. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé notre sonde montrée précédemment. Donc ici, c'est un gel en fluorescence. Donc je vais vous expliquer comment ça marche. Donc la première ligne, on n'a pas du tout ajouté la sonde, l'analogue du lipide. Donc on ne voit rien en fluorescence. La deuxième ligne, on a ajouté la sonde, on a ajouté par chimie clique un fluorophore. Donc on voit en fait plein de bandes ici qui correspondent au substrat de l'enzyme. Et on voit qu'ici, si on augmente la concentration en inhibiteur, qui est appelé ici inhibiteur 1, on perd la fluorescence sur le gel. Donc on inhibe au fur et à mesure l'addition de ce lipide sur le gel et on voit de moins en moins de fluorescence. Donc ici, ça nous permet de voir que vraiment on a une inhibition de la méristolation en augmentant la concentration de l'inhibiteur. On peut aussi mesurer ici ce qu'on appelle une concentration, je ne sais pas comment dire en français, une 50% inhibition of tagging, l'inhibition du marquage médiane, je dirais. Et on voit que c'était autour de 169 nanomolaires, qui était très proche en fait de la concentration EC50. Donc ça nous montrait en fait que cet inhibiteur pouvait tuer les cellules cancéreuses et que l'effet était très proche ça nous a permis de voir en fait que vraiment l'inhibiteur était ciblé à NMT et que c'était pour ça qu'on avait la mort des cellules. Donc maintenant qu'on avait cet outil, cet assemblage d'outils, on pouvait maintenant répondre aux questions qui nous intéressaient plus. Et on s'est d'abord intéressé à déterminer les substrats de l'enzyme. Donc c'est une expérience qui était un petit peu compliquée, donc je vais aller assez rapidement et l'expliquer très simplement. Mais pour déterminer les substrats de l'enzyme, on a utilisé des méthodes de protéomique et aussi quantitatives. Donc un des gros problèmes de la protéomique, c'est qu'on a souvent des faux positifs. Donc la protéomique quantitative permet de diminuer le nombre de faux positifs. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on avait plusieurs échantillons de cellules, donc différentes plaques de cellules. On les a toutes traitées avec des concentrations différentes d'inhibiteurs ici. Ce qu'on a fait en même temps, c'est qu'on a traité nos cellules avec l'analogue du lipide. Donc du coup, dans la première plaque, où il n'y avait pas d'inhibiteur, tous les substrats de l'enzyme avaient le lipide avec la fonction alcyne ici. Plus on augmente la concentration d'inhibiteurs, moins on aura l'ajout de ce lipide sur les protéines. Donc, par simplicité, les autres protéines au milieu ne sont pas dessinées, mais ici, quand on a une concentration importante d'inhibiteurs, il n'y a plus du tout de lipide ajouté sur ces protéines. Pour quantifier, ce qu'on va utiliser, en fait, c'est une sorte d'échantillon interne, de référence interne, pardon. C'est une référence qu'on appelle spiking satellite, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça correspond en fait à l'ajout dans chaque échantillon de la même protéine bleue montrée ici. Donc dans chaque échantillon, on aura cette protéine bleue en même quantité. Et ça va nous permettre ce référent interne va nous permettre de vraiment de quantifier et de comparer les échantillons entre eux. Donc ce qu'on a fait après, c'était la méthode de chimie clique que j'ai montrée avant, ajouter la biotine, faire l'enrichissement, et après on a identifié ces protéines par protéomique. Ce qu'on a pu calculer, du coup, on a enrichi dans ces échantillons toutes les protéines qui étaient modifiées par ce lipide, et on peut calculer du coup des ratios de concentration de la protéine orange sur la protéine bleue. Donc si on regarde cet échantillon-là, on est en ratio 1 pour 1, donc le ratio qu'on a calculé sera de 1. Et ici, le ratio est très faible, on aura un ratio proche de 0. Et en fait, pour les substrats de l'enzyme, on va avoir une sorte de courbe progressive entre 1 et 0 en fonction de la concentration d'inhibiteurs. Donc cette méthode nous a permis en fait de trouver de manière spécifique, en diminuant le nombre de faux positifs, plus de 70 substrats de l'enzyme,
et dont beaucoup de substrats qui étaient inconnus. Donc maintenant qu'on avait une méthode pour déterminer les substrats d'enzymes, ce qui nous intéressait en fait, c'était d'étudier le mode d'action des inhibiteurs. Donc je vais aller assez rapidement sur ces méthodes qui ne sont pas forcément des méthodes de chémobiologie, mais bon, c'est des approches plus classiques de biologie, où on a pu voir l'effet de l'inhibiteur dans les cellules. Donc notamment, on a fait des analyses du cycle cellulaire. On a pu voir une accumulation en G1. On a fait des analyses de Western blot. On a pu voir qu'il y avait un début d'apoptose après 3 jours. Et aussi par flow cytométrie, on a répété aussi ce phénotype d'apoptose des cellules. On a fait d'autres expériences pour voir quelles protéines étaient surexprimées ou en défaut dans les cellules qui étaient traitées par l'inhibiteur. Donc on a pu faire plein d'analyses de biologie, de réseau, je ne sais plus comment on dit en français. Et en fait, on a déterminé qu'il y a beaucoup de protéines qui étaient surrégulées, qui étaient impliquées dans le stress et endoplasmique reticulum stress. Donc en fait, toutes ces études nous ont permis de montrer que l'inhibition de l'NMT pouvait conduire à la possible perte de fonction de plus de 70 substrats dans les cellules, qu'il y avait une accumulation en G1, l'apoptose, un stress ER, ce qui conduisait à la mort des cellules. Mais par contre, il reste encore de nombreuses questions ici. Vraiment, comment ça se passe? Quel est le mécanisme? Il restait encore beaucoup de choses à déterminer. Donc, c'est un projet qui a été fait pendant ma thèse à Londres. Et c'est un projet qui a continué quand je suis partie du laboratoire. Donc, ils ont fait de nombreuses études, étudié la spécificité des deux isoformes, développé de nombreuses nouvelles séries d'inhibiteurs. Aussi, ils ont trouvé des cellules qui étaient beaucoup plus spécifiques à l'inhibition de l'NMT et trouver vraiment plus les intermédiaires clés qui conduisaient à la mort des cellules. Donc c'est un travail qui vient tout juste d'être publié il y a quelques mois dans bioRxiv. Donc c'est un travail qui a pris 7-8 ans maintenant. Donc je vous encourage, si vous êtes intéressé par l'inhibition de l'NMT, à lire la publication qui est très intéressante. Donc j'espère que je vous ai montré qu'on pouvait utiliser des approches de chémobiologie, un peu une toolbox, pour mieux caractériser l'enzyme NMT et peut-être d'autres enzymes aussi. Donc on a utilisé des inhibiteurs, on a vraiment montré en utilisant ces outils chimiques qui ciblaient l'enzyme dans les cellules. On a pu étudier le phénotype de l'inhibition de NMT. On a pu déterminer les substrats de l'enzyme. Et donc tout ça nous a permis de mieux caractériser l'enzyme et de montrer que c'était une cible thérapeutique intéressante contre le cancer. Donc, je voudrais remercier très rapidement les deux labos dans lesquels le travail a été fait, donc à Taiwan. Et puis maintenant, je suis à Bordeaux, donc je ne travaille pas forcément sur la myricylation, mais sur des modifications aussi post-traductionnelles des protéines par des lipides, par d'autres lipides. Donc, je suis à l'IECB, CBMN, liée à l'Université de Bordeaux. S'il y en a qui sont intéressés, j'ai une offre de postdoc en biologie cellulaire, pas vraiment en chémobiologie, disponible. Et voilà, si vous voulez me contacter pour avoir des informations sur la chémobiologie ou autre, n'hésitez pas à me contacter. Merci. Merci. Des questions? Bonjour, merci pour cette belle présentation. J'ai une question. Si on rajoute un substrat pour la NMT et l'inhibiteur, est-ce qu'on potentialise l'effet anticancéreux? Un substrat de protéines, du coup. Si on augmente la concentration en protéines. Oui, un substrat pour l'enzyme plus l'inhibiteur. Je suis pas sûre de bien comprendre la question. Ouais, un substrat. Si on surexprime une protéine, du coup, ou si on ajoute plus de lipides, du coup. Oui, voilà. Je ne sais pas, parce que je ne pense pas qu'on ait testé ce genre de choses. D'ajouter beaucoup plus de lipides dans les cellules, si jamais ça pouvait contrecarrer le... Non, je ne pense pas que ça a été testé. Et après, dans tous les cas, je pense... Non, ça n'a pas été testé. D'accord, merci.
gens qui essaient de trouver des substrats. Je reprends la question. Est-ce que l'identification des substrats de l'enzyme, c'était une tâche difficile ou facile? Parce qu'il y a beaucoup de recherches, différentes enzymes, c'est toujours difficile de trouver des substrats spécifiques. Donc c'était assez difficile, mais donc on a fait beaucoup d'essais en protéomique. Et donc là, la méthode qu'on avait développée, qui était un peu plus complexe, nous a permis vraiment de trouver les substrats. Mais c'est vrai que là, c'est particulier avec le lipide qui est modifié, c'est plus facile. C'est vrai que des fois, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de... On ne peut pas vraiment utiliser d'outils chimiques. Là, l'outil chimique nous a énormément aidé pour identifier les substrats de l'enzyme. Mais ça ne s'applique pas à tout, c'est ça le problème. Parce qu'à un moment donné, quand on fait un clivage, on perd les deux parties, donc c'est un peu difficile d'aller chercher le vrai substrat. Oui, mais on peut aussi en fait garder le lipide sur la protéine et vraiment identifier le... Donc j'ai dit que c'était difficile d'identifier par protéomique le lipide sur la protéine, mais si on cherche vraiment, on peut le trouver aussi, ça confirme que la protéine est modifiée par le lipide aussi. Moi j'ai peut-être une dernière... Ah bon, il y a une autre question? Non, j'ai une dernière question. En fait, est-ce qu'il y a une différence d'incorporation entre le lipide naturel et le lipide qui présente la fonction alcyne? Donc pareil, on utilise des concentrations qui sont quand même assez importantes. C'était du 25 micromolaires, donc moins du niveau du micromolaire. Donc on a obtenu les structures cristallines des structures cristallines avec le lipide naturel, le lipide avec l'alcyne. Ils étaient reconnus tous les deux. Donc, ouais, quand on fait ces méthodes, on utilise toujours un excès. Donc peut-être même s'il y a une petite différence, on la masque en fait. Merci. Merci. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel. On va passer donc à la dernière présentation. On peut peut-être remercier Emmanuel une dernière fois. Et donc la dernière présentation de cette session dédiée à la chémobiologie sera donnée par Pauline Poineau, qui nous vient de l'Institut de chimie des milieux et des matériaux de Poitiers, et qui va nous parler de sondes, mais de sondes à base de composés organiques volatiles. Donc je précise que Pauline a un doctorat en chimie des arômes et analyse sensorielle, d'où l'orientation peut-être vers ces composés organiques volatiles. Et donc l'intérêt donc, de ces COV pour diagnostic, pronostic et suivi de tumeurs solides. Effectivement. Oui, je vais vous présenter un projet que nous menons dans mon équipe de recherche et qui correspond au développement de sondes à composés organiques volatiles pour le diagnostic et le pronostic des maladies, et notamment le cancer. Alors d'abord, juste un bref récapitulatif de ce que sont les composés organiques volatiles. En fait, le corps humain est constitué de plusieurs milliards de cellules à l'intérieur desquelles se produisent des réactions chimiques en permanence, et ces réactions chimiques conduisent à la formation de métabolites. Parmi ces métabolites, il y a ce qu'on appelle des toutes petites molécules qu'on appelle des composés organiques volatiles. Alors on les appelle volatiles parce qu'en fait, quand on les libère à l'extérieur, dans l'atmosphère, eh bien elles sont à l'état gazeux. Et ce sont ces composés organiques volatiles qui sont responsables de vos odeurs corporelles. C'est parce que vous avez un mélange de composés organiques volatiles dans la laine que vous avez votre propre odeur d'haleine. C'est parce que vous émettez des composés organiques volatiles dans votre transpiration que vous avez votre propre odeur de transpiration. Idem pour les selles, les urines et la peau. Et ces composés organiques volatiles, comme ils sont produits par les réactions chimiques qui se produisent dans votre corps, eh bien en fait, si on les suit, on peut avoir une image de ce qui se passe dans votre corps à un instant T. Effectivement, cette science qui s'intéresse aux composés organiques volatiles que vous émettez vers l'extérieur, c'est ce qu'on appelle la volatolomics. Et depuis quelque temps, elle est utilisée pour essayer de diagnostiquer des maladies, dont le cancer. Alors vous le savez, le cancer, plus il est diagnostiqué précocement, plus les chances de guérison du patient sont importantes. Aujourd'hui, on le diagnostique essentiellement par des techniques d'imagerie ou le dosage de certains marqueurs sanguins. Ces technologies, elles marchent, je ne suis pas là pour les remettre en cause. Cela étant, comme toute technologie de diagnostic, elles peuvent conduire parfois à des faux positifs et des faux négatifs. Et elles sont aussi plus ou moins accessibles, notamment pour l'imagerie, en fonction du pays dans lequel vous êtes né. Et c'est en ça que finalement le dosage de marqueurs, comme les composés organiques volatiles, trouve son intérêt, parce que ce sont des dosages relativement faciles à mettre en place. Alors quand on regarde la littérature, il y a environ 2000 composés organiques volatiles qui sont potentiellement des marqueurs de cancer.
à lutter. Quand on regarde un peu plus précisément, on s'aperçoit que sur ces 2000 composés organiques volatiles, il y en a seulement une poignée qui sont vraiment des marqueurs de cancer. En l'occurrence, 9 pour le cancer du sein, 19 pour le cancer du poumon, 3 et 4 pour le cancer du foie et de la prostate. La question, c'est pourquoi autant de candidats marqueurs au départ et finalement aussi peu d'élus à la fin? Eh bien parce qu'il y a une très grande variabilité entre les individus pour ce qui est finalement de la production et de la libération de ces composés organiques volatiles. Effectivement, en fonction de votre âge, de votre poids, de votre genre, de vos habitudes alimentaires, de vos habitudes sportives, etc., vous allez tous émettre des composés organiques volatiles qui vont être différents. Et donc, un composé organique volatile qui peut être marqueur de cancer chez une personne ne le sera pas forcément chez une autre, parce que celle-ci va le libérer parfaitement, naturellement, avec son métabolisme basal. Résultat, l'analyse des composés organiques volatiles dits endogènes, ce que vous produisez naturellement, elle peut conduire à des résultats erronés. Et donc, dans ce contexte, on s'est dit, nous, qu'on allait essayer, non pas de travailler sur ces composés organiques volatiles endogènes, mais plutôt d'essayer de faire générer artificiellement un composé organique volatile aux personnes malades. Et pour faire générer artificiellement ce composé organique volatile, on a décidé d'injecter une sonde aux malades, et cette sonde viendrait se transformer au niveau de la maladie dans votre corps en composé organique volatile. Ce concept, c'est ce qu'on a appelé l'Induced Volatolomics, et on peut l'adapter pour la détection de différents types de maladies, et notamment le cancer. Cela étant, pour que ça marche, il nous fallait une clé qui nous permette finalement de convertir cette sonde en composé organique volatile dans votre corps. La clé qu'on a décidé d'utiliser, c'est une enzyme qui s'appelle la bêta-glucuronidase. Cette enzyme, elle est présente à l'intérieur de toutes vos cellules saines dans des vacuoles qu'on appelle des lysosomes. Mais elle a aussi la particularité d'être présente à l'extérieur des cellules tumorales, dans l'environnement des cellules tumorales. Et donc c'est cette différence finalement de localisation dont nous nous sommes servis pour faire la différence entre les cellules saines et les cellules tumorales. La question, c'est pourquoi est-elle présente à l'extérieur des cellules tumorales alors qu'elle n'est pas présente à l'extérieur des cellules saines? Cette enzyme, il est probable en fait qu'elle soit libérée par les cellules cancéreuses quand il y a nécrose, et donc les cellules cancéreuses explosent et libèrent leur contenu cellulaire, dont l'enzyme. Ou alors, elle pourrait être libérée activement par les cellules du système immunitaire qui viendraient déposer l'enzyme sur le site inflammé. Bon, on ne connaît pas réellement son origine, ce qu'on sait, c'est ce qu'elle fait. En fait, cette enzyme, elle hydrolyse ce qu'on appelle des glucuronides. En fait, les glucuronides, ce sont des composés que vous allez tous produire naturellement pour détoxifier votre organisme. Et là, le glucuronide qu'on a décidé d'utiliser, nous, comme sonde, c'est ce qu'on appelle le glucuronide d'éthanol. En gros, quand vous buvez d'alcool, d'éthanol, cet alcool arrive dans le foie et il est transformé en glucuronide d'éthanol. Et c'est comme ça que vous détoxifiez votre organisme. Et en fait, là, ce qu'on a utilisé, c'est ce glucuronide d'éthanol. Et quand il va rencontrer l'enzyme, la bêta-glucuronidase, il va se faire couper en deux. Et on va avoir d'un côté l'acide glucuronique et de l'autre l'éthanol. L'éthanol, c'est le composé organique volatile par excellence, parce que vous savez tous que quand vous avez de l'éthanol dans le sang, il repasse facilement dans vos voies aériennes et vous allez facilement l'expirer à l'extérieur. Et donc, bon, si on se replace maintenant là à l'échelle de l'individu pour diagnostiquer le cancer. Si j'injecte cette sonde, ce glucuronide d'éthanol, à une personne saine, alors cette sonde va passer dans la circulation sanguine et elle va être éliminée dans les urines. Si par contre j'injecte cette sonde à une personne malade, elle va passer dans la circulation sanguine, elle va arriver au niveau de la tumeur, là où elle va rencontrer l'enzyme, la bêta-glucuronidase, qui va donc couper la sonde en deux, libérer l'éthanol, qui lui va passer dans la circulation sanguine, les voies aériennes, et vous allez l'expirer vers l'extérieur. Ainsi, un individu sain, quand on va lui injecter la sonde, il ne va pas expirer l'éthanol, alors qu'un individu malade, après injection de la sonde, lui, il va expirer l'éthanol. Alors ça marche, c'est joli sur le papier. Maintenant, il a fallu quand même vérifier effectivement que ça marchait expérimentalement. Et donc, on a pris des souris. Alors, on a commencé avec des souris saines, auxquelles on a injecté la sonde. Et 1 heure après, on a vérifié si elles expiraient de l'éthanol. Ici, vous pouvez voir sur cette courbe, eh bien, à chaque fois qu'on a injecté la sonde, donc ce sont les petits points verts, il n'y a pas eu d'expiration d'éthanol par ces souris saines. Ensuite, on a fait la même chose avec des souris malades. Celles-ci, on leur avait greffé une tumeur du nasopharynx. Et là, par contre, quand on a injecté la sonde à ces souris, eh bien, elles ont expiré l'éthanol. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que la quantité d'éthanol qu'elles ont expiré
était d'autant plus importante que la tumeur grossissait. On a voulu tester sur d'autres types de tumeurs. Donc là, ce sont des souris qui ont été greffées avec une tumeur mammaire et d'autres avec une tumeur du poumon. Et là encore, quand on a injecté la sonde à ces souris, elles ont expiré de l'éthanol, alors que les souris saines n'ont pas expiré d'éthanol. Alors ça marche bien jusqu'à ce qu'on ait un résultat négatif. En fait, ici, ce sont des souris transgéniques. Ces souris, elles développent spontanément des tumeurs mammaires. Et là, vous pouvez remarquer que lorsqu'on a injecté la sonde à ces souris transgéniques, elles n'ont pas expiré plus d'éthanol que les souris saines. Donc pour nous, l'hypothèse la plus probable, c'était que l'enzyme, la bêta-glucuronidase, n'était pas présente dans l'environnement de ces tumeurs. Et effectivement, on a confirmé par immunostaining que l'enzyme n'était pas présente sur les tissus transgéniques puisqu'il n'y a pas de fluorescence. Cela étant, quand on a fait l'immunostaining, on s'est dit quand même que c'était un peu compliqué comme protocole et que donc on allait essayer de développer un protocole plus simple pour essayer de détecter une activité enzymatique sur un tissu. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la tumeur transgénique, la tumeur du nasopharynx, on a mis ça dans un Eppendorf, on a mis de l'eau, du sel et la sonde. Et on s'est dit, bon, c'est simple, si l'enzyme est présente dans l'environnement de cette tumeur, alors il y aura une hydrolyse de la sonde et donc une libération d'éthanol au-dessus du tissu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Effectivement, pour les tumeurs du nasopharynx, ici, vous pouvez voir que quand on a mis la sonde, il y a eu un dégagement d'éthanol au-dessus du tissu, ce qui montre donc que la sonde a été coupée et que donc l'éthanol a été libéré et que l'enzyme est présente, alors que pour les souris transgéniques, on n'a pas détecté d'éthanol au-dessus du tissu, ce qui veut donc dire que la sonde n'a pas été coupée et que donc l'enzyme n'est pas présente dans ces souris. Ensuite, je vous disais tout à l'heure que sur les souris qui ont été greffées avec une tumeur du nasopharynx, on a remarqué que quand la tumeur grossissait, il y avait une augmentation de la quantité d'éthanol dans la laine de ces souris. Et donc on s'est dit que peut-être on pouvait suivre finalement l'évolution d'une masse tumorale au cours d'un traitement chimiothérapeutique avec cette sonde. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris toujours nos souris là, avec une greffe du nasopharynx et puis on les a traitées par chimiothérapie, avec une chimio qui va cibler cette même enzyme, la bêta-glucuronidase. Là, je vous mets l'évolution du volume tumoral. Alors vous pouvez voir, au départ, le volume tumoral augmente. On traite par chimio, il diminue, ce qui montre que la chimio marche quand même. Au bout de quelques temps, le volume tumoral a repris, et puis on l'a retraité par chimio, et il a rediminué. Quand on regarde la quantité d'éthanol expirée par ces souris au cours du temps, eh bien on peut remarquer que là, il y a une corrélation parfaite entre le volume tumoral et la quantité d'éthanol expirée par ces souris. Effectivement, quand le volume tumoral augmente, la quantité d'éthanol expirée par les souris augmente. Quand le volume tumoral diminue, la quantité d'éthanol expirée par les souris diminue. Ce qui fait qu'avec cette sonde, on pourrait suivre à l'aveugle l'efficacité d'un traitement pour traiter un cancer. Bon, je suis d'accord avec vous, c'est un concept qui marche très bien. Et donc aujourd'hui, en fait, on est en train de le faire tester à Cambridge en clinique. En fait, on a pris un groupe de patients sains, un groupe de patients avec un cancer du poumon. On leur injecte à tous la sonde et en fait, on regarde si seuls les patients atteints d'un cancer vont expirer l'éthanol. C'est en cours, donc pour le moment, je n'ai pas de résultat à vous donner. Cela étant, ça c'est possible en Angleterre, c'est-à-dire qu'on a pu transférer ce concept assez rapidement en Angleterre. En France, c'est plus compliqué parce que vous le savez tous, quand on veut injecter une molécule à une personne, il faut passer tout un tas d'étapes législatives avant de pouvoir faire le transfert en clinique, même si c'est une molécule biologique. Et donc on s'est dit qu'il nous fallait développer un protocole plus simple pour pouvoir transférer ce concept et le rendre accessible à l'ensemble de la population le plus rapidement possible. Et on s'est dit qu'on allait travailler sur un échantillon sanguin. Effectivement, tout à l'heure, je vous disais que l'enzyme, la bêta-glucuronidase, donc, elle est présente dans l'environnement des tumeurs, à l'extérieur des cellules. Et donc on s'est dit, si elle est dans l'environnement des tumeurs, alors elle doit fuiter dans la circulation sanguine. Si elle fuite dans la circulation sanguine, alors, si on fait un prélèvement sanguin, on doit être capable de détecter l'enzyme dans ce prélèvement sanguin. Et quoi de mieux, finalement, que d'utiliser notre sonde pour détecter cette activité enzymatique. Donc on a développé un protocole, là encore très simple, où on prend l'échantillon de sang, on met de l'eau, des sels et la sonde. Et si on a un dégagement d'éthanol au-dessus de l'échantillon sanguin, alors c'est que la sonde a été hydrolysée et que l'enzyme est présente. Donc ce protocole, on l'a développé, on a juste d'abord mesuré sa performance. Et on s'est aperçu qu'on était capable de détecter une activité enzymatique pour des concentrations d'enzymes égales à 10 - 18 mol.
c'est-à-dire 100 à 1000 fois inférieur à ce que font les sondes fluorescentes aujourd'hui. Ensuite, on a testé ce protocole sur des vrais échantillons de vrais patients. Là, je vous mets d'abord les résultats qu'on a obtenus pour les patients sains, en gris. Quand on a mis la sonde dans le prélèvement sanguin de ces patients sains, il n'y a pas eu de libération d'éthanol. En tout cas, pas plus qu'un blanc haut. Et puis, on a fait la même chose avec des échantillons sanguins de patients atteints d'un cancer du poumon et du sein. Là, quand on a mis la sonde, il y a eu un dégagement d'éthanol au-dessus de ces prélèvements sanguins. Ce qui veut donc dire que la sonde a été hydrolysée et que donc l'enzyme est présente dans ces échantillons. Et en tout cas, on est capable de mesurer son activité. Et donc, en mesurant son activité, on a été capable de faire la différence entre des patients atteints d'un cancer et des patients sains. Cela étant, je suis d'accord avec vous, cibler un seul marqueur, ça ne suffit pas pour avoir un diagnostic robuste. On peut avoir énormément de faux positifs et de faux négatifs. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, on travaille sur un cocktail constitué de plusieurs sondes qui vont chacune aller cibler une activité enzymatique dans les cellules tumorales. Et donc, ce cocktail, il est constitué pour le moment de 4 sondes qui vont aller cibler 4 enzymes. Ces enzymes sont toujours la bêta-glucuronidase, la N-acétylglucosaminidase, la bêta-galactosidase et l'alpha-fucosidase. Ces 4 enzymes, suivant la littérature, sont retrouvées dans la circulation sanguine ou dans les tissus tumoraux pour différents types de tumeurs. Donc il nous a fallu faire 4 sondes qui chacune vont aller cibler une de ces 4 enzymes. Pour faire ces 4 sondes, on a pris le sucre substrat de chacune des enzymes qu'on a relié ensuite à un composé organique volatile, et ce composé organique volatile qu'on a pris encore, c'est l'éthanol. Cela étant, il nous fallait pouvoir faire la différence entre l'éthanol libéré par la sonde 1 et l'éthanol libéré par la sonde 2. Donc là, on a décidé de prendre des isotopes différents de l'éthanol, en l'occurrence 4 isotopes différents de l'éthanol. Et donc il nous a fallu une méthode de masse bien particulière pour pouvoir faire la différence entre ces isotopes de l'éthanol. Ici, je vous montre les tout premiers résultats qu'on a obtenus. Alors en fait, donc j'ai pas mis les barres d'erreur, cela étant, vous allez me croire sur parole, c'est significatif. En fait, en gros, ici, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a une activité de bêta-glucuronidase, de N-acétylglucosaminidase et d'alpha-fucosidase supérieure dans les échantillons des patients atteints d'un cancer du sein et du poumon par rapport aux échantillons des patients sains. Par contre, on n'a pas détecté de différence d'activité de bêta-galactosidase. Donc ces 3 marqueurs, bêta-glucuronidase, N-acétylglucosaminidase et fucosidase, sont a priori des marqueurs du cancer, au moins du sein et du poumon. Ce qui fait qu'en ciblant au moins ces 3 enzymes, on peut avoir un diagnostic un peu plus fiable. Maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est voir si, avec notre cocktail, si on serait capable de faire la différence entre les différents types de cancers. Ici, on commence à voir que, potentiellement, la N-acétylglucosaminidase serait un peu plus active dans les échantillons sanguins des patients atteints d'un cancer du poumon. C'est à confirmer, mais c'est déjà une bonne piste. Pour finir, on a quand même voulu tester le in vivo parce qu'on trouve ça un peu fun. Et en fait, en gros, on s'est dit qu'on allait injecter ce cocktail de 4 sondes à des souris. Alors, on a pris nos souris saines, toujours, et puis notre modèle, les souris atteintes d'un cancer du nasopharynx. Quand on a injecté le cocktail aux souris saines en bleu, vous pouvez remarquer qu'elles n'ont pas ou très peu expiré les isotopes de l'éthanol. A l'inverse, les souris malades, notamment au bout de 15 jours après l'implantation de la greffe, on peut remarquer que ces souris, elles étaient 6, ont expiré les 4 isotopes de l'éthanol. Donc si elles ont expiré les 4 isotopes de l'éthanol, ça veut dire que les 4 sondes ont été hydrolysées dans l'environnement des tumeurs ou dans les tumeurs, et que donc ces 4 enzymes sont bien des marqueurs de cette tumeur du nasopharynx. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Pauline pour cette superbe présentation. Je suis sûr qu'il y a des questions. Merci. Est-ce que le concept marcherait avec des enzymes, mais un peu plus complexes que des glycosidases qui coupent des chaînes terminales? Par exemple, est-ce que ça fonctionnerait avec des endoglycosidases? On a parlé tout à l'heure des paranases. Les paranases est une glucuronidase, mais qui coupe à l'intérieur, ou bien même avec des protéases, type métalloprotéase. Alors, les endoglycosidases, c'est possible, effectivement, que ça puisse marcher. Cela étant, ça veut dire synthétiser des petites chaînes de sucre, et ça, ils en parleront mieux que moi, mais je crois que ce n'est pas si simple à faire que ça.
Cela étant, sur le papier, c'est possible. Les métallinoprotéases, ça c'est plus compliqué, simplement parce qu'en fait, il faut... alors en termes de chimie, la sonde n'est pas très stable dans le sang. Et donc en fait, elle risque finalement de se faire hydrolyser par d'autres enzymes que ces métallinoprotéases. Et donc c'est pour ça en fait que les glycosidases sont prises, parce qu'elles sont relativement spécifiques, et elles ne sont pas ou très peu présentes dans le sang, alors que toutes les sondes, on va dire, type peptide, elles risquent de se faire hydrolyser par d'autres protéases qui sont présentes dans le sang. Merci. D'autres questions? Oui. Merci, Christine Varon de Bordeaux. Je me posais la question de la spécificité vis-à-vis du cancer. Est-ce que vous avez testé dans des modèles de maladies inflammatoires chroniques ou de maladies métaboliques? Alors, pas encore, mais ça va être en cours là, avec l'étude justement clinique. Effectivement, où on va prendre des patients atteints, alors soit très chroniques, c'est-à-dire des personnes très vieilles, du coup, qui vont faire partie donc, du lot de patients. Et puis, en fait, on va travailler aussi sur des inflammations un peu aiguës type SDRA, parce qu'avec le Covid, là, en ce moment, effectivement, c'est très intéressant de prendre ces patients-là. Donc, ils feront partie aussi du panel de patients. D'ailleurs, ça me permet de vous dire, effectivement, que ce concept peut être utilisé pour aussi détecter, pourquoi pas, des infections virales. Et on est en train de travailler sur le sujet. Merci. D'autres questions? J'en avais peut-être une qui est sur un aspect pratique. On a parlé de composés volatiles, de détection. Il faut un spectromètre de masse. Quels sont est-ce qu'il y a des spécificités par rapport à la machine qu'il faut utiliser pour arriver à obtenir ce type de résultat, ou c'est simple finalement? Non, c'est simple. En fait, la machine, aujourd'hui, ce sont des outils qui sont vendus commercialement par beaucoup de fournisseurs. Après, c'est pas tant la machine, c'est plutôt le savoir-faire qui fait qu'on arrive à détecter des quantités aussi faibles. Maintenant, l'avantage des composés organiques volatiles, c'est que, contrairement aux matrices liquides, notamment en protéomique, en fait, ils sont seulement dans la phase gaz, ce qui fait qu'on limite complètement l'effet matrice, puisqu'il n'y a finalement pas tant de molécules que ça dans la phase gaz. Et donc, comme ça, on peut détecter beaucoup plus de molécules, en fait, à des taux plus bas. J'ai encore une question, moi, si je peux. Ici. Oui, allez-y. Donc, vous avez montré qu'on pouvait suivre l'évolution de la tumeur. Est-ce qu'on peut utiliser également pour voir des stades précoces de l'apparition de la tumeur? Alors, sur les animaux, on était assez contents, effectivement, parce que, en fait, vous savez, alors, d'après le biologiste qui travaille avec nous, mais vous allez confirmer ou pas, il semblerait qu'il faille attendre un petit laps de temps, quand même, pour que la tumeur prenne. Et en fait, en gros, on s'est aperçu, donc on a attendu ce petit laps de temps, on a fait l'injection de la sonde dès que la tumeur avait pris, et on a eu un signal. Alors, il n'était pas élevé, cela étant, il était suffisamment important pour faire la distinction avec les animaux sains. D'accord. Merci. D'autres questions? Sinon, ça va être le temps de clore cette session. Je pense que ces 4 présentations vous ont donné un peu un éventail de tout ce que la chimie peut apporter à la biologie et comment on peut amener les chimistes à penser biologie. Et je pense que c'est quelque chose de très enrichissant pour toute la communauté. Et je voudrais qu'on en profite pour remercier tous les orateurs et oratrices de cette session. Merci.